52 matchs, 672 athlètes pour une compétition magnifique qui a démarré bien sûr hier dans une belle cérémonie d'ouverture au stade d'Olembe à Yaoundé. Et oui, nous sommes à l'heure de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr que vous allez suivre sur toutes nos chaînes, sur toutes nos entités, que ce soit radio, que ce soit télévision. Ce seront bien sûr de grands moments, bien sûr avec aussi nos téléspectateurs et nos auditeurs. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur, aux couleurs de la CAN. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps meublé par du brouillard ou de la brume humide sera observé sur les régions du sud forestier et du littoral tôt le matin avant de faire place à un temps partiellement nuageux et ensoleillé avec toujours de faibles particules de poussière en suspension. Les régions de la bande centrale et du nord seront sous le contrôle des vents secs avec une légère atténuation des effets de l'harmattan dans la bande centrale. Les températures prévues pour la matinée: 22 degrés à Bangourou, 23 degrés à Abidjan et Adiaké, 21 degrés à Bondoukou, 18 degrés à Boaké, 19 degrés à Bouna et Bundiali, 21 degrés à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 19 degrés à Guiglo, 20 degrés à Korogo, 18 degrés à Mont et Odiéné, 23 degrés à San Pedro, Sassandra et Soubré, 22 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 20 degrés à Touba et Yamoussoukro. La forte remontée des vents humides vers les régions de la bande centrale pourrait entraîner en début ou en milieu de période des formations de nuages avec des averses de pluie sur les régions du sud, particulièrement dans le sud-ouest. Les régions de la bande centrale seront sous un temps faiblement nuageux et ensoleillé. Le nord sera toujours sous un temps sec et chaud avec des particules de poussière en suspension. Pour l'après-midi, le mercure affichera 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan, 30 degrés à Adiaké, 32 degrés à Bondoukou, 31 degrés à Boaké, 35 degrés à Bouna et Bundiali, 32 degrés à Daloa et Dimbokro, 31 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Guiglo, 35 degrés à Korogo, 28 degrés à Man, 29 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 34 degrés à Touba et 32 degrés à Yamoussoukro. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de passer une agréable semaine. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier dans la soirée après avoir pris part à Accra au Ghana au sommet extraordinaire de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le sommet de la CEDEAO est sur la situation sociopolitique au Mali. Mama Traoré nous en parle. À Accra, le président Alassane Ouattara a pris part à 2 sommets extraordinaires. Le premier a réuni le chef de l'État et ses pairs de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. À l'ordre du jour, l'évolution de la situation sociopolitique au Mali, pays qui connaît une transition depuis août 2020. Les derniers développements de la situation politique au Mali nous interpellent tous. Il n'est pas besoin de revenir sur l'ensemble de la chronologie des événements dans ce pays depuis 2020, tant nous avons suivi ensemble l'évolution du processus de transition dans ce pays frère au sein de la CEDEAO. Ainsi, la crise politique s'est ajoutée à la situation sécuritaire que vit ce pays frère et la plupart des pays voisins. Alors que les autorités de la transition s'étaient engagées à organiser les élections en février 2022,
Le gouvernement de la transition a récemment publié à l'issue des Assises nationales pour la refondation un chronogramme consacrant la prolongation de la durée de la transition de 6 mois à 5 ans. De toute évidence, la prorogation de la durée de la transition à 5 ans préoccupe l'ensemble de la région ouest africaine. Le Mali, toujours au cœur d'un second sommet extraordinaire, celui de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au constat de l'absence de progrès dans le processus de restauration de l'ordre constitutionnel, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé des sanctions suivantes avec effet immédiat. Entre autres, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, la fermeture des frontières terrestres entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits suivants, biens de consommation essentiels, produits pharmaceutiques, les produits et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle de la COVID-19, produits pétroliers et électricité. Enfin, la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO et le sommet de préciser que ces sanctions ne seront progressivement levées qu'après la finalisation d'un chronogramme acceptable et convenu et le suivi de progrès satisfaisants réalisés dans la mise en œuvre du chronogramme des élections. À l'issue de ces deux rencontres de haut niveau, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan en début de soirée. Il a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs autres membres du gouvernement. C'est parti pour la fête du football au Cameroun. Couleurs, musique africaine et lions virtuels ont animé hier la cérémonie d'ouverture de la 33e Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé. La cérémonie dansante a été saluée par la foule d'un stade rempli à 80%. La jauge fixée par les autorités sanitaires et la CAF, Confédération africaine de football. Un des moments forts a été l'apparition rarissime de Paul Biya, 88 ans. Le président du Cameroun depuis 1982 est descendu de sa limousine décapotable sur la piste d'athlétisme pour entendre l'hymne national et recevoir l'ovation de la foule. C'est finalement le chanteur congolais Fally Ipupa, immense star sur le continent, qui a suscité le plus d'enthousiasme avant l'arrivée bien sûr des Lions indomptables. Et sur le terrain, le Cameroun démarre bien sa CAN. Les Lions ont battu les étalons du Burkina Faso. 2 buts marqués sur pénalty. Le reportage, voilà le compte-rendu de RT Sport. Hôte de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun ne manque pas ses débuts dans la compétition. Opposé au Burkina Faso, les Lions indomptables débutent bien la partie, mais se font surprendre à la 24e minute grâce à Gustavo Sangari. Mené au score, la réaction des Camerounais ne se fait pas attendre. Ils obtiennent un pénalty parfaitement transformé par le capitaine Vincent Aboubakar. À 1 but partout, les coéquipiers de Vincent Aboubakar repartent sur les mêmes bases et sont à nouveau récompensés d'un autre pénalty. Comme un guide, Vincent Aboubakar se propose et convertit idéalement pour redonner l'avantage aux siens dans les derniers instants de la première partie. En seconde période, les joueurs burkinabés tentent de revenir dans la partie, mais butent sur le gardien camerounais, à l'image de la tentative de Bertrand Traoré. Un avantage que le Cameroun préserve jalousement jusqu'à la fin du match, 2-1, score final. Avec cette victoire, le Cameroun lance idéalement sa CAN. Et dans la seconde opposition de la soirée, le Cap-Vert a entamé sa Coupe d'Afrique des Nations de football par une victoire, 1-0 face à celle d'Éthiopie dans le groupe A. Les Éthiopiens ont très vite été réduits à 10 contre 11. Autre volet de l'actualité en bref, les dirigeants somaliens ont annoncé hier dimanche avoir conclu un accord pour achever les élections parlementaires d'ici au 25 février après des retards répétés dans le processus qui ont menacé la stabilité de ce pays, beaucoup troublé. Et puis en France, les manifestations des antipasses sanitaires et opposants au vaccin contre le Covid-19 ont connu
Un très net rebond avec 105 200 participants, soit 4 fois plus que lors de la précédente mobilisation du 18 décembre, selon les autorités. Ce sursaut de mobilisation intervient après des propos du président français Emmanuel Macron, qui a dit cette semaine vouloir emmerder les non-vaccinés. Ces propos ont déclenché une tempête politique en plein examen à l'Assemblée nationale du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, adopté dans la douleur jeudi. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Nous reviendrons à 7h. Et on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver, Régis Kofi. La semaine a bien commencé, le lundi aussi. Ah, très bien. On est à l'heure de la CAN. Hein. Justement. Oui. Et nous sommes très heureux, d'ailleurs. J'ai envie de demander rapidement un petit pronostic pour mercredi. Mercredi, c'est naturel, la Côte d'Ivoire gagne. 3 buts à 1. À 1. Voilà. Vous êtes gentil. Bon, non, je donne 1 à l'autre équipe quand même. Juste 1. Ou toi. OK. Merci beaucoup à Régis Kofi, voilà, que vous allez retrouver tout à l'heure pour un autre point de l'actualité. Vous êtes sur RTI 1 et vous suivez Matin Bonheur, je l'ai dit, aux couleurs de la CAN. Cette compétition qui a démarré donc hier avec une magnifique cérémonie d'ouverture, de très belles prestations. Félicitations au Cameroun pour cet événement donc. Nous allons dans cette émission vous proposer maintenant notre sommaire de ce lundi 10 janvier 2022. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui pour le sommaire? Plusieurs articulations. Nous allons bien sûr commencer par les infos jour J. Ce que nous avons au programme dans le monde, pas seulement qu'en Côte d'Ivoire ou en Afrique, mais partout dans le monde. Vous aurez du sport, fitness, bien sûr, pour vous permettre de bouger un peu et d'être en forme comme moi ce matin, voilà, et passer une agréable journée tout simplement sur RTI 1. Vous avez combien ça coûte? On ira quand même sur nos marchés pour voir les différents coûts des denrées alimentaires et aussi la revue de presse. Il est déjà dans ce studio. Il sera avec vous dans pas trop longtemps pour feuilleter les pages de l'actualité et aussi à vous proposer dans Matin Bonheur, Instant Vérité. Et oui, l'instant où se disent toutes les vérités, ce sera avec Renaud, et ce avant 8h, sans oublier que nous allons avoir la chronique sport. Bien sûr, au cœur de cette chronique sport, avec Ngamblé Konaté, ce sera aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Un petit clin d'œil aussi au championnat quand même de chez nous. Voici pour le sommaire, sinon maintenant on part avec les infos jour J. Qu'est-ce que nous avons dans le monde pour ce 10 janvier 2022 à vous proposer donc chez nous en Côte d'Ivoire ce 10 janvier, livraison du pont du Golfe. Eh bien, c'est dans la commune de Cocody. C'est un pont qui permettra, on dira des voies qui permettront bien sûr de désengorger un peu les villages de Mputo et de Mbadon dans la commune de Cocody. Cérémonie de publication aujourd'hui du rapport sous le baobab de l'Union africaine. Vous aurez aussi comme information avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui prendra un arrêt aujourd'hui. Donc, le prononcé de l'arrêt débutera à partir de 11h00 sur notre continent. Et oui, toujours sur notre continent, c'est bien sûr la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, avec des matchs aujourd'hui au programme. Sénégal-Zimbabwe, ce sera à 13h. Guinée-Malawi à 16h. Maroc-Ghana à 16h. Comores-Gabon à 19h. Et bien sûr, ce sont des matchs que vous allez suivre sur toutes nos entités, radio comme télévision. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. Et toujours ce 10 janvier, conférence internationale Nobel d'économie en France avec un large public d'étudiants et de chercheurs. Voici pour les infos jour J. On retourne bien sûr au sport avec du fitness.
Yo, 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 bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que votre semaine s'est très bien passée. Je suis avec vous aujourd'hui pour une autre séance de fitness motivation. Je suis avec le coach Arnaud et le coach Armand. Position, nous commençons. Nous allons séparer les appuis, dégager la poitrine. Et là, nous allons entrelacer les doigts, tirer sur les bras. Là. On va ensemble. Tirer au maximum. Et là, nous allons monter. Monter et là, grandir. Aller sur la pointe des pieds. Ça peut aller, on pose les jambes, séparer légèrement les appuis. Là, nous allons aller là, dos plat. On regarde tout droit devant. Ça peut aller. On revient. Nous allons basculer dans le même sens que moi. Descendez. Très bien. On revient. Et là, on change de sens. Descendez. Ça peut aller. On revient. Position initiale. On essaie de joindre les jambes. Très bien. Nous allons monter là. 1, 2, 3. Exercice de remise en forme. Nous suivons le mouvement de nos différents coachs. Pour les personnes ayant une mauvaise condition physique, suivez le coach Arnaud. Et les personnes ayant une bonne condition physique, suivez le coach Armand. Go! On va accélérer légèrement. Là, go. 1. N'oubliez pas, pour les personnes ayant une mauvaise condition physique, avec le coach Arnaud, les personnes ayant une très bonne condition physique, suivez le coach Armand. Go! Relâchez les bras devant. Faites la ronde. Changez. Très bien. On va changer de sens. Là. 1, 2, 3, 4. Très bien, on continue. Suivez le coach Arnaud. Pour les personnes ayant des difficultés. Et le coach Armand. Les personnes en bonne santé physique. Go. Très bien. Très bien. Continue. Récupération, talon aux fesses. Très bien. J'espère que ça va chez vous. Très bien. Bon, récupération. N'oublie pas de souffler. Inspirez et de souffler. C'est bon? C'est bon. Récupération. Récupération. On va toujours entrelacer les doigts. Séparer les appuis. Tirer sur la pointe des pieds. On relâche. On fait descendre les bras. Et on revient. Merci et à très bientôt. Voilà, nous sommes de retour, bien sûr, juste après le sport. Et c'est du fitness à vous proposer. Et oui, dans Matin Bonheur, un peu d'exercice donc pour être en jambes. On peut être en maillot comme moi, pourquoi pas. On bouge un peu, on transpire un peu, et puis tranquillement, on peut prendre une bonne douche, un bon café, et puis bon. Là, on part maintenant au boulot. Pour la suite, ce sera bien sûr combien ça coûte. Est-ce que vous avez une idée des différents coûts des denrées alimentaires? Je ne sais pas. Bon fils, il a la caméra. Hein, je ne sais pas s'il a, il a quand même... Tu as une idée, hein, bon fils? Tu n'as pas d'idée? Ah non, tu ne sais pas. Tu ne vas pas au marché? Ah, OK.
Et lui, il est à la maison et on fait le marché pour lui et il mange bien. Raison pour laquelle il grossit là. Allez, pour combien ça coûte, c'est parti avec la Réal. Voilà. Combien ça coûte à vous proposer? Nous allons commencer avec les produits vivriers pour cette semaine. Donc, nous avons des aubergines violettes à 400 francs CFA. C'est le kilo que nous vous proposons dans cette émission chaque fois que nous avons combien ça coûte. On reste toujours avec des aubergines et là, on parle d'aubergines Ndroa. 300 francs CFA, voilà ce que la réalisation nous propose donc. On peut faire de bonnes petites sauces avec, je pense qu'ajouter avec un peu de gnagna, ça fait l'affaire. Les oignons blancs à 650 francs le kilo. Nous avons des oignons violets à 700 francs. Voilà, des oignons violets à 700 francs. On nous dit très souvent qu'il y a plus de vitamines dans le violet que dans le blanc. Enfin, à nous de savoir. Des choux à 350 francs le kilo. Vous proposez bien sûr sur nos différents marchés. Ce sont des prix fixes que nous vous proposons donc. Des concombres à 350 francs le kilo. Voilà. Et nous avons de la banane douce à 400 francs CFA le kilo. Bien sûr. Merci à la réalisation pour ces images et surtout merci à vous de nous suivre depuis quelques minutes. Maintenant, nous allons marquer une pause avec un dossier. Oui, un dossier de la direction des journaux de RTI, de la RTI bien sûr. Et pour ce lundi, on parle santé. Dans ce dossier, eh bien, la riposte de l'État de Côte d'Ivoire face à cette flambée, à cette montée même de la Covid-19, que ce soit chez nous en Côte d'Ivoire ou même partout dans le monde. C'est parti avec le dossier santé. Qui a dit que la Covid-19 était finie en Côte d'Ivoire? Le taux de positivité, qui était en dessous de 2% avant le 20 décembre, est en hausse. 1578 cas positifs jeudi dernier, 2858 le 31 janvier et 1009 ce mardi. Le tout en moins de 7 jours. Une augmentation qui fait vaciller la maîtrise de l'épidémie. Il suffit que vous sortiez là, vous allez constater que la population ne porte plus vraiment le masque. Vraiment les interactions sociales qui se sont intensifiées à l'occasion de cette fin d'année, à l'occasion de ces vacances scolaires. Donc ça pourrait expliquer également une augmentation du nombre de cas. Des mesures d'anticipation avaient été prises, notamment la sensibilisation face à un virus qui persiste. L'État a pris aussi des dispositions en renforçant le contrôle aux frontières. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, tous les passagers, quelle que soit leur provenance, sont systématiquement prélevés pour identifier parmi eux éventuellement des cas de Covid. Le Grand Abidjan a une part de 70% des milliers de cas actifs enregistrés. Paradoxalement, du côté de la vaccination, ce sont plutôt les populations de l'intérieur qui sont plus ou moins épargnées, mais qui adhèrent massivement à la vaccination. Selon les récents chiffres du ministère, du 10 au 31 décembre, soit en 3 semaines, 2 500 000 doses ont été administrées. Et comment ? Grâce à l'effet de la sensibilisation et la stratégie de la proximité dans les villages et en milieu scolaire. C'est le morceau choisi par le ministère. Les 100 000 personnes que nous avons vaccinées pendant près de 10 jours jusqu'à 180 000 avant de descendre à 60 000, eh bien, pour nous, ça ne nous étonne pas. Parce que quand nous faisons les statistiques, nous avons 12 000 villages environ en Côte d'Ivoire, mais à peine 4 000 établissements sanitaires de tout niveau. Donc, chaque village n'a pas de centre de santé. Mais lorsque nous faisons la campagne, eh bien, nous nous rapprochons des populations et des campements qui n'ont pas d'établissement sanitaire. Du coup, le message passe et les gens adhèrent. Ensuite, au niveau du milieu scolaire, nous avons demandé que le milieu scolaire qui était vraiment à la traîne, qui était un danger, et il se fasse vacciner. Nous avons installé un vaccinodrome à l'université Houphouët-Boigny. Pour le gouvernement, la stratégie est d'atteindre une large couverture vaccinale pour permettre l'immunisation collective avec 14 millions de doses à administrer d'ici juin 2022. Une moitié est donc acquise en 2021.
La riposte sanitaire avec la vaccination s'opère à tous les niveaux. L'INHP, à travers le programme FETIPI, tente de savoir si certaines personnes vaccinées à la Covid-19 développent des effets secondaires, dits MAPI, ou si l'apparition de ces derniers serait associée à un type de vaccin. Dans le district sanitaire d'Abidjan, 12 épidémiologistes au niveau avancé du programme FETIPI ont soumis un questionnaire à 300 vaccinés signalés. Un patient que je prends qui a fait un vaccin X, qui a développé un MAPI tel que les céphalées, est-ce que c'est parce qu'il avait tel âge qu'il a développé ces facteurs-là? Ou est-ce que c'est parce qu'il avait telle maladie qu'il a développé ces facteurs-là? Ce sont ces croisements que nous allons faire pour essayer de voir si ces facteurs associés-là jouent un rôle dans ces MAPI. Leur rôle, c'est surtout de mener des investigations face à certaines flambées de maladies qui peuvent arriver. Faire l'analyse des données épidémiologiques de façon régulière et évaluer les systèmes de surveillance mis en place dans un pays, dans le but de rendre encore plus performant notre système de santé. 200 épidémiologistes pour 100 000 habitants, c'est la recommandation mondiale que la Côte d'Ivoire tente de suivre avec la formation de 4 000 épidémiologistes de terrain au niveau frontline, 14 au niveau intermédiaire et 12 au niveau avancé dans ce programme qui existe depuis 6 ans en Côte d'Ivoire. Avant l'apparition des épidémies, si on constate qu'il y a une anomalie, il y a une augmentation d'un certain nombre de cas de certaines pathologies, il faut pouvoir investiguer et puis alerter avant que l'épidémie ne survienne. Donc ça permet de prévenir, ça permet de détecter et ça permet de riposter, c'est-à-dire de réagir efficacement, de répondre efficacement à l'épidémie. C'est ça l'intérêt des épidémiologistes de terrain. Ils sont vraiment sur le terrain, dans la communauté. Ils sont dans les structures de santé et ils alertent, ils donnent l'information pour que l'autorité puisse prendre une décision pour pouvoir endiguer le phénomène. Renforcer la capacité des épidémiologistes de terrain permet de renforcer le système de surveillance nationale et donc prévenir les menaces épidémiques dans le pays. La stratégie nationale suit son cours pour une meilleure maîtrise de la Covid-19. Voilà, bien sûr, vous l'avez compris dans ce que nous avons proposé à l'instant. Donc, la Covid-19 est encore de mise. Il faudrait accentuer toutes ces sensibilisations, faire comprendre bien sûr aux populations que la Covid-19 est là. Et dans ce dossier que vous avez suivi, l'État de Côte d'Ivoire peaufine, bien sûr, cette stratégie qui a été mise en place depuis quelques années pour lutter contre la Covid-19. Chez vous, à la maison, que ce soit, bien sûr, dans les transports, que ce soit dehors, il faudrait avoir son cache-nez, il faudrait bien se laver les mains, il faudrait être propre, tout simplement, pour éviter d'attraper la grippe et aussi même d'avoir la Covid-19 de manière plus accentuée. Nous passons à la revue de presse. Il est avec nous pour la revue de presse. Il est en maillot, dans son maillot à lui. Lui, c'est le costard et tout. Voilà, c'est ça. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. La revue de presse qui démarre avec cette information qui nous emmène à l'international. La junte militaire malienne sanctionnée par la CEDEAO. Bonjour à tous. Oui, fermeture des frontières avec le Mali au sein de l'espace sous-régional, suspension des échanges commerciaux autres que les produits de première nécessité. Ce sont entre autres quelques sanctions prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à l'encontre du Mali. Les dirigeants ouest-africains ont arrêté ces mesures contre les autorités de Bamako ce dimanche lors d'un sommet à huis clos à Accra en réponse au plan de transition de 5 années proposé par celle-ci récemment. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à ce sommet selon Fraternité Matin. Et de manière plus circonscrite, on revient chez nous en Côte d'Ivoire. Supposée attaque de l'une de ses positions dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'état-major général de l'armée ivoirienne réagit et fait des précisions. Oui, aucun soldat ivoirien n'est tombé dans une embuscade à Teini. Selon le Patriote, cette sortie du bureau d'information et de presse des armées BIPA fait suite à la rumeur qui s'est propagée ces jours-ci sur la toile au sujet d'une attaque qu'auraient subi les troupes ivoiriennes positionnées dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le BIPA qui a dénoncé
Inetox a relaté les faits exacts qui remontent au 3 janvier 2022. Il a ensuite invité les populations à plus de responsabilités en ce qui concerne la divulgation des informations sensibles afin d'éviter de mettre à mal la sécurité des soldats engagés au quotidien contre le terrorisme. Et une belle information, une unité d'assemblage de véhicules Made in Côte d'Ivoire sera inaugurée aujourd'hui. Oui, c'est le Premier ministre Patrick Achi qui procédera au lancement de cette entreprise ce lundi 10 janvier dans la commune de Koumassi. Et selon l'expression qui en parle, l'implantation de cette usine dans notre pays est le fruit d'un partenariat entre un constructeur automobile et la société des transports abidjanaise Sotra dans le cadre de la stratégie globale du gouvernement visant à la réforme du secteur des transports. Et une information triste dans cette revue de presse avec cet incendie qui fait plusieurs victimes dans la ville de Saint-Pédro. Oui, 9, c'est le nombre de personnes décédées dans une cour familiale au quartier Djigboué 2 de la cité portuaire dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 janvier 2022. 5 enfants figurent parmi les défunts et selon Soir Info qui cite des témoins du sinistre, un court-circuit en serait à l'origine. Et dans cette revue de presse, vous nous proposez un chiffre. Oui, 55, c'est aussi malheureusement le nombre de journalistes et professionnels des médias qui ont été tués dans le monde en 2021. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et les Caraïbes sont les régions du monde où l'on a enregistré le plus grand nombre d'atteintes contre la liberté d'information l'année dernière. Notons que le jeudi 6 janvier 2022, 2 journalistes ont été tués à Haïti lors d'une fusillade entre 2 gangs rivaux dans une zone en périphérie de Port-au-Prince, la capitale du pays. Et on termine la revue de presse, bien sûr, avec mon ballon, mais la CAN. Oui, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 a démarré hier et 2 rencontres du groupe A ont marqué le démarrage de la compétition. En ouverture, les Lions indomptables du Cameroun ont battu les étalons du Burkina Faso sur le score de 2-1 et les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont logés dans le groupe E entrent en lice le mercredi 12 janvier 2022 à 19h face à la Guinée équatoriale dans cette 33e édition de la Grand-Messe du football continental qui se refermera le 6 février prochain, oui, selon l'NTA. Alors, merci pour ces infos. Et aussi, dans cette revue de presse, on a parlé de journalistes. Moi, j'aimerais avoir une belle pensée pour notre aîné qui a été inhumé ce week-end. Oui. Un journaliste sportif ici à la RTI depuis toutes ces années. Donc, on aimerait avoir une belle pensée pour lui et à toute sa famille. Et puis, on regarde tous vers le Cameroun pour que les éléphants puissent nous ramener la coupe. Oui, bien évidemment. Mercredi, pronostic pour toi 2-0. 2-0. Oui, on réfléchit un peu encore. Je préfère la jouer. Non, je préfère la jouer 2-0. Juste un peu, quoi, 2-0. Juste un peu. Ok. Voilà. Faut respecter l'adversaire en face. Oh, les gars sont gentils ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Non, 2-0, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup à Renaud. Merci. Renaud qu'on va retrouver tout à l'heure pour une autre articulation dans cette émission. On part avec la pub et on revient. Comment mettre un masque barrière? Pour être efficace, un masque a besoin d'être correctement utilisé. Veuillez donc suivre les étapes suivantes. Avant de toucher à votre masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Par défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Une fois vos mains propres, prenez votre masque, repérez-en le haut. Posez-le sur votre visage de telle sorte à ce qu'il recouvre le nez et la bouche. Si votre masque comporte des boucles élastiques de part et d'autre, passez-les autour de vos oreilles et stabilisez votre masque. Si votre masque compte des bandes parallèles, passez la partie supérieure sur le haut de votre tête, la partie inférieure sur votre nuque. Une fois votre masque en place, ajustez-le en le tirant par le bas de sorte à ce qu'il recouvre votre menton. Si votre masque dispose d'une barrette nasale, ajustez-la en la pinçant avec les 2 mains de sorte à l'ajuster sur votre nez. Une fois votre
Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au carrefour Solibra, il sera procédé du lundi 10 janvier 2022 au mardi 31 mai 2022 à la réalisation du tablier qui enjambe la bretelle d'accès au boulevard de Gaulle. Ces travaux prévus pour durer 6 mois vont entraîner la fermeture de la bretelle d'accès au boulevard de Gaulle en venant de Marcory. Durant cette période, les usagers voulant accéder au boulevard de Gaulle sont invités à emprunter la contre-allée en face du centre commercial Place ou le boulevard du Gabon. Quant aux véhicules poids lourds, ils sont priés d'emprunter l'ouvrage dans le sens Marcory-Tréchiville pour joindre le pont de Gaulle. Sachant compter sur la compréhension de tous, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier s'excuse pour les éventuels désagréments liés à la réalisation de ces travaux et invite au respect du plan de circulation en vigueur. Bonjour à tous, c'est parti pour la fête du football au Cameroun. Couleurs, musique africaine et lions artificiels ou alors virtuels ont animé hier la cérémonie d'ouverture de la 33e Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé. La cérémonie dansante a été saluée par la foule d'un stade rempli à 80%, la jauge fixée par les autorités sanitaires et la CAF, Confédération africaine de football. Sur le terrain, le Cameroun démarre bien sa CAN. Les Lions ont battu les étalons du Burkina Faso. Score final, 2-1, 2 buts inscrits sur penalty après avoir été menés au score. Dans la seconde opposition de la soirée, l'équipe du Cap-Vert a entamé sa CAN par une victoire, 1-0 face à celle d'Éthiopie dans le groupe A. Les Éthiopiens ont très vite été réduits à 10-11. Il aurait certainement voulu voir cette fête de football, mais la grande faucheuse en a voulu autrement. En a décidé autrement, voilà. A décédé le 11 décembre 2021. Le journaliste sportif Benson Pierraka a été inhumé à Grand-Bassam le samedi 8 janvier dernier. Franck Quadio. Que dure ce magazine goupillé à la réalisation par... On l'attendait aux côtés de ses compères de RTI Sport, sous la chaude ambiance des joutes footballistiques de la CAN 2022 au Cameroun. Hélas, les supporters des éléphants, aux premières lueurs de la compétition reine, feront tourner le corps loin des stades. Benson Pierraka a faussé compagnie aux amis sportifs le 11 décembre dernier. Ce samedi 8 janvier est le jour de son ultime départ. Seigneur, tu es le commencement et la fin. Tu es notre seul espoir et nous croyons en la résurrection et en la vie éternelle. Tel Seigneur, envoie pitié de nous, tes enfants, et accueillis notre papa béni dans ton royaume céleste. Aux côtés de la famille et de sa femme Carole et leurs 4 enfants, sa famille professionnelle, la direction générale de la RTI et son conseil d'administration, ses amis de tous les jours, tout de noir vêtus, ses anciens condisciples de l'université et du lycée, bref, tous étaient là. De même les admirateurs de la carrière de ce journaliste sportif qui fit les beaux jours de la chaîne nationale. Benson Pierraka entre à la RTI dans le milieu des années 90 et fait ses premières armes à TV2 avant de se spécialiser dans le journalisme sportif. L'homme était aussi un meneur de troupes, ex-membre du comité directeur de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et ex-président de la mutuelle des agents de la RTI, selon ses témoignages répétés inlassablement à la levée du corps et même quelques jours avant, lors de l'hommage de la RTI à l'université d'Abidjan, il était entier, passionné et aimait avant tout vivre, et cela dans le sens le plus humaniste du terme. Église méthodiste unie Israël de Treichville, l'officiant du jour insiste sur la nécessité de vivre dans l'esprit et de partage et de l'amour de son prochain, des propos dont tous s'imprègnent avant le dernier au revoir. Cet au revoir nous mène au cimetière municipal de Grand-Bassam. Benson Pierraka Claver s'apprête à quitter à jamais l'affection des siens. L'émotion est palpable. Même cette pluie qui tombe dru
n'altère en rien la volonté de ses proches et de ses pairs de lui offrir un dernier au revoir et l'accompagner vers sa dernière demeure. Sacré Benson, Mobali comme l'appelaient ses intimes, adieu le professionnel du micro, adieu l'artiste. Les amis du couloir, les amis de Korogo, Abradidou et Assini. Un drame s'est produit ce dimanche à San Pedro. Un incendie s'étant déclaré dans une cour familiale a fait 9 morts. Les détails de Sam Conan. Les habitants du quartier d'Igoué 2 de San Pedro sont encore sous le choc. Un incendie qui s'est déclenché aux environs d'1 h du matin, dans la nuit du samedi à dimanche, a ravagé une famille. 9 membres sur les 11 ont péri dans les flammes. Dans cette chambre où le lit a été consumé par les flammes, une femme et ses 3 enfants n'ont pas survécu. Dans cette autre chambre, juste en face, les 5 enfants de la rivale de la défunte ont trouvé la mort. L'incendie a été d'une violence particulière. En témoignent les fauteuils, la télévision et les motos calcinées par les flammes. Avec l'aide des voisins, le feu a été maîtrisé un peu plus tard. Quand j'ai senti l'odeur là, en même temps je me réveille. J'ai allumé l'ampoule, je vois chez moi il n'y a rien. Quand j'ai ouvert la porte, je suis sorti, j'ai tapé à mes voisins qui sont là. J'ai dit réveillez-vous, il y a un incendie dans la grande cour. En même temps je viens sous la grande porte aussi, j'ai tapé. Le propriétaire de maison, il était en haut là, avec sa femme. C'est en ce moment-là, il est descendu avec sa femme. Ils ont ouvert, elle est sortie et dit ah, les enfants et tous sont morts. Je regarde, il faut appeler le bâtiment compris. On ne peut plus rentrer dedans, non. Les jeunes gens maintenant, on a pris les choses pour casser le mur. Quand on a cassé, la femme et ses enfants, ils étaient là. Ils sont tous morts. Le chef de famille et sa première épouse, qui ont échappé à cet incendie, ont été conduits au CHR de San Pedro, où ils reçoivent des soins. Une enquête a été ouverte pour situer les causes de cet incendie. Dans le reste de l'actualité en France, la candidate envisagée à l'élection présidentielle, Christiane Taubira, a annoncé ce dimanche qu'elle se soumettrait aux résultats de la primaire populaire, une initiative citoyenne prévue du 27 au 30 janvier prochain, dont elle acceptera le verdict. Réaction. D'ores et déjà, je proclame que j'accepte les règles de la primaire populaire. Je prends et j'accepte le risque de la démocratie. Et surtout, j'accepterai le verdict de la primaire populaire. On sera de retour à 7h30. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci beaucoup à Régis Kofi pour ce point de l'actualité, bien sûr, dans Matin Bonheur. C'est un deuxième moment que nous avons à partir de 7h donc et d'autres moments importants à vous proposer. Je me suis posé tout simplement parce que l'instant est solennel. Instant vérité, maintenant en compagnie de Renaud, qui reçoit aujourd'hui M. Ange-Romain Dagaré-Dasso, membre du bureau politique du PDCI RDA. Ce sera juste après cette autre pause. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection? Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager dans l'air et infecter une personne bien portante.
à deux ou à plusieurs, dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche. Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Rebonjour et merci de nous retrouver pour Instant Vérité. 23 ans après avoir perdu le pouvoir d'État, le PDCRDA est à la croisée des chemins. Pour donner un nouveau souffle au parti, Henri Konan Bédié, son président actuel, a initié récemment une vague de restructuration marquée par la création de nouveaux organes et la nomination à leur tête de cadres du parti. Ces nominations ont occasionné des mécontentements au sein du PDCI et exacerbé de vieilles querelles qui couvaient depuis longtemps entre certains de ces responsables qu'il faut le dire, ont chacun à cœur de se positionner pour l'après-Bédié. Alors, question, où va le PDCI avec ces récentes restructurations? Eh bien, pour répondre à cette question et à bien d'autres encore, nous recevons pour ce numéro d'Instant Vérité M. Ange Romain Dagaré Dasso, membre du bureau politique du PDCRDA et délégué communal de Cocody. Bonjour, Ange Dagaré. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Dites-moi, d'entrée, pour commencer, est-ce que Henri Konan Bédié, en mettant en avant de nouvelles personnalités à travers les organes qu'il a créés, n'a-t-il pas donné le ton pour la guerre de sa succession à la tête du PDCRDA? Merci. Le PDCI est un grand parti politique. Et le président Bédié est le détenteur exclusif du pouvoir au niveau du parti. Il inspire le parti, il oriente les décisions du parti. Ce sont des réformes qu'il a engagées, des réformes pour donner un souffle nouveau, pour redynamiser le parti. Des guerres de succession, non. Notre parti est un parti qui a fêté ses 75 ans l'année dernière. C'est un parti qui a ses traditions, c'est un parti qui est organisé et qui n'est pas dans les conflits de génération. Il était là, tout jeune en 65, et le président Houphouët l'a choisi. Il est devenu le successeur du président Houphouët-Boigny. Il est président du parti depuis le 30 avril 1994. Cette année, cela fera pratiquement 27 ans qu'il est président du PDCI-RDA. Il a sa vision du parti. Et aujourd'hui, il veut créer les conditions de ce que l'équipe dont parlait Houphouët-Boigny puisse être mise en place. Donc, il fait des réformes. C'est vrai qu'il y a des nouvelles personnes qu'il promeut, mais ce qui est important pour nous, les militants, c'est qu'il veut redynamiser le parti et c'est ça qui est le plus important. Je retiens 2 ou 3 choses dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que le président Bédié a été choisi par Houphouët-Boigny. Tout à fait. Jusqu'à présent, on est presque, je dirais, entre griffes au soir de la carrière politique du président Henri Konan Bédié et pour le moment, aucune personnalité ne se dégage à la tête du parti. Ça, c'est un point. Je l'ai retenu dans ce que vous avez dit. Et vous avez dit qu'il n'y a pas de conflit de génération. Oui, il n'y a pas de conflit de génération. Il est aussi le détenteur exclusif des pouvoirs au PDCRDA. Mais dites-moi, récemment, le ministre Jean-Louis Billon, l'année dernière, a dit ouvertement qu'il serait candidat à la présidentielle de 2025. Est-ce que ce n'est pas déjà un pied de nez à ce pouvoir exclusif que détient Henri Konan Bédié? À côté de lui, il y a aussi le ministre Tidiane Thiam, qui ne dirait pas non si la l'onction du PDCI. Pour le moment, il est encore indécis, mais c'est sûr qu'il ne dira pas non si le PDCI lui donne son onction. Oui, pour Jean-Louis Billon, c'est son droit. Nous sommes des militants. Mais si Henri Konan Bédié est le détenteur exclusif du pouvoir PDCI, je veux dire, ça fait un peu tâche. Non, ça ne fait pas tâche. Que le ministre Jean-Louis Billon... Ça ne fait pas tâche. Être président du parti, et puis vouloir être candidat, ça fait 2 choses totalement différentes. Tout citoyen ivoirien
peut être candidat, est libre d'être candidat. Mais au PDCI, c'est le Congrès qui décide de qui est candidat ou non. Oui, c'est le Congrès qui décide. Non, pas le Congrès. Au PDCI, le Congrès, depuis l'avènement du président Bédié à la tête du PDCI RDA, depuis le 10e Congrès, le PDCI va à des conventions. Oui. On a 2 types de conventions. On a la convention électorale, on a la convention d'investiture. Oui. Avant la convention électorale, le PDCI fait un appel à candidature. Et c'est là tous les cadres peuvent s'exprimer. Mais pourquoi ne pas avoir attendu l'appel à candidature et dire déjà qui sera candidat à l'élection présidentielle? Vous savez, chaque citoyen ivoirien est libre, mais tout en respectant les traditions de sa famille politique. Mais là, il ne les a pas respectées. C'est son problème. Celui seul qui sait où il va, pourquoi il fait cela. Sinon, en réalité, je suis au PDCI depuis le 4 mai 1990. C'est un parti politique qui a ses traditions. Notre dernier congrès, le 9e en 1990, a choisi le président Houphouët-Boigny. C'était au congrès. Depuis 1990, ce n'est plus le congrès qui choisit. Ce sont des conventions. Il y a la convention électorale, il y a la convention d'investiture. Avant la convention électorale, il y a un appel à candidature. Le parti fait un appel à candidat. Tous ceux qui ont envie d'être candidats, avoir l'onction du PDCI-RDA, viennent à l'intérieur du parti. C'est une primaire. Et on réalise cette primaire, et puis bon, celui qui est choisi est choisi. Donc on dirait qu'il a mis la charrue avant les bœufs alors? Certainement. Bien, donc, pour lui. Passons. Entre les nouvelles personnalités qui sont mises en avant à travers les organes qui ont été créés récemment par le président Bédié, président du PDCI-RDA, je le rappelle, on voit que les prérogatives du secrétaire exécutif en chef, M. Maurice Kakou-Gikawe, ont été vraiment réduites. Et puis, à travers ces nominations-là aussi, est-ce que le président Bédié n'est pas en train de rappeler à tout le monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est lui le patron au PDCI-RDA et qui décide de tout? Effectivement, c'est lui le patron. Et ça a été toujours comme ça, depuis 1946 jusqu'en 1980. Et 90 et 93, après le décès du président Houphouët-Boigny, c'est toujours comme ça. En 1946, le PDCI est créé, le fondateur c'est le président Houphouët-Boigny. Il meurt le 7 décembre 1993. Monsieur Dagari, on va passer sur les cours d'histoire. Je sais que vous connaissez bien vos cours. Allons à l'essentiel, s'il vous plaît. Donc, le président Bédié est le président du parti. Le congrès, il est un organe du parti. De 1946 à maintenant, le secrétaire général était un organe aussi, parce qu'il est élu par le congrès. Donc il faisait contrepoids au président. Voilà, à notre 12e congrès, on a décidé que ce soit un secrétaire exécutif, qui est comme un premier ministre, qui répond devant le président du parti. Et donc que le président peut démettre quand il veut. Quand il veut. Quand il veut. Donc, tout à l'heure, vous avez dit affaiblir le secrétaire exécutif, le ministre Gikawe. Non. C'est lui qui a choisi, au 12e congrès, le président Gikawe. Le secrétaire exécutif Gikawe. Le président Bédié l'a choisi, il a proposé au congrès, le congrès a accepté. Donc, il est un premier ministre, il en dispose comme il veut. S'il a envie de l'enlever, il l'enlève. S'il ne peut pas l'enlever, bon. Il crée ses réformes, le parti dit, celui qui inspire le PDCI, celui qui oriente nos décisions, et avec le bureau politique. Donc... non, mais vous conviendrez avec moi que quand un Premier ministre travaille bien, on ne lui met pas à sa botte d'autres personnes qui, entre griffes, viendraient réduire son champ d'action. Est-ce que... de quoi vous voulez parler? Non, je vais parler de tous les nouveaux organes qui ont été mis en place. Oui, mais les nouveaux organes, c'est pour redynamiser le parti, c'est pour donner un souffle nouveau au parti. Monsieur Dagari, parmi ces organes, il y en a qui font presque doublon avec le rôle du secrétariat exécutif. Oui, on pourrait le dire, parce que quand vous regardez le comité politique qu'il a mis en place, et que vous regardez le secrétaire exécutif, vous vous rendez compte qu'il y a double emploi. Il y a double emploi. Oui, ça, on peut le dire. Mais en réalité, c'est créer les conditions de la redynamisation du parti. Mais je veux dire, n'oubliez pas que cela fait 23 ans que nous sommes dans l'opposition. Donc nous cherchons le chemin, nous cherchons comment nous allons rebondir. Vous cherchez le chemin en vous mettant presque des bâtons dans les roues, parce que toutes les structures vont faire presque la même chose. Le PDCI est un parti très organisé, chacun connaît sa place, chacun connaît ses orientations. Le secrétaire exécutif répond directement du président du parti, son gouvernement, celui qui exécute les décisions du bureau politique et du président du parti. Donc il n'y a pas de doublon. Le président veut créer l'esprit d'équipe entre ces jeunes cadres, parce que, quoi qu'il arrive, un jour, il partira à la retraite politique. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Oui, ça ne peut pas être le cas, parce qu'il faut lui confier un héritage, qui a été gâté en semaine le 24 décembre 1999. Vous savez, quand vous êtes un homme consciencieux, votre père vous laisse un héritage. Et cet héritage-là
des ennemis intérieurs comme extérieurs, formantes, et le 24 décembre perdre le pouvoir à 10 mois des élections. Bon, M. Dagradasso, on sait tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le 24 décembre 1999. On ne va pas revenir sur ces faits-là. Avouez et admettez avec moi que c'est un aveu d'échec pour M. Guikawi et le président Bédié en faisant ces nouvelles nominations. Peut-être qu'il ne l'a pas dit ouvertement, mais voilà, il a constaté qu'il avait échoué de ses missions. Non, je ne peux pas juger parce que le président Bédié est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Si tu envoies quelqu'un en mission, non, s'il envoie en mission et qu'il a échoué, il lui dira que tu as échoué. Et puis, il le fait remplacer par une autre personne. Mais notre parti... Si vous observez notre parti a cette tradition. Ça qui fait sa stabilité. 75 ans, 76 ans bientôt, que nous sommes là, c'est parce que nous avons des méthodes d'évolution, de progrès, de travail, qui fait qu'aujourd'hui, notre parti, le PDCI-RDA, reste un parti fort. Quoi qu'on le veuille, c'est un parti qui est organisé, qui tient sa stabilité de cette tradition, de cette manière de faire. Il est Premier ministre, parce que quand on est sorti du congrès, du 10e congrès, dans l'entendement, c'est une vérité de la palissade. Tout le monde disait, bon, c'est un gouvernement qu'on a mis en place. Et ce gouvernement-là, bon, ça dépend du président. C'est lui qui l'a mis en place, donc le président qui a tout pouvoir, comme, voilà. Pour revenir à ce que vous avez dit, pour le démettre ou lui adjoindre d'autres personnes s'il le veut. Dites-moi, le porte-parole du PDCI a déclaré récemment que le parti avait besoin d'un candidat pour gagner les élections et non pour faire de la figuration. Est-ce à dire qu'en dehors d'Henri Konan Bédié, la machine PDCI ne peut pas faire bloc derrière un autre candidat? Vous savez, un parti qui a gouverné la Côte d'Ivoire il parlait d'Henri Konan Bédié. Un parti qui a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 40 ans a un vivier incroyable, cadre. Mais pour le moment, ce vivier se résume à Henri Konan Bédié. Oui, parce que quand un parti politique n'a pas de candidat, tout se bâtit autour du président du parti. Oui. Tout se bâtit autour du président du parti jusqu'à ce que nous arrivions à notre prochain congrès qui aura lieu cette année. Ensuite, le congrès va peut-être demander au bureau politique de convoquer un appel, de convoquer une convention électorale. Et puis après la convention électorale, si le président Bédié veut être candidat, qu'il a la capacité, qu'il a les facultés physiques, malgré son âge, s'il peut être encore candidat, bon, le parti décidera. Vous savez, notre parti est un parti véritablement démocratique. L'histoire du PDCI, bon, on n'a pas assez de temps, je peux vous raconter l'histoire du PDCI. Non, c'est un parti véritablement démocratique. On n'a pas suffisamment de temps pour refaire si le PDCI veut avoir un candidat, en dehors du président Bédié, on a des cadres formés, capables. Mais regardez même le gouvernement actuel. Le Premier ministre, il vient d'où? Bon. Il vient d'où? Il vient du PDCI-RDA. Oui, mais même si aujourd'hui il est RHDP. Il est maintenant RHDP. Donc, et vous voyez les ministres d'État, tout ça, viennent de chez nous. Monsieur Dasso, notre parti est un parti fort. Je conviens avec vous. 40 ans de gestion de la Côte d'Ivoire. Oui. Et nous avons les cadres qui peuvent gouverner ce pays. Je conviens avec vous que vous avez des cadres qui peuvent gouverner le pays. Nous sommes un parti fort. Oui, je conviens avec vous que vous avez des cadres qui peuvent gouverner le pays, mais pour le moment, quand on écoute la plupart des responsables du PDCI à travers leurs différentes sorties, pour 2025, le président Henri Konan Bédié sera plébiscité. Donc vous avez dit tout à l'heure que s'il voulait, mais je dis apparemment c'est déjà, les dés sont déjà faits, quoi. Les jeux sont déjà faits. C'est les militaires qui décident. Vous savez, jusqu'en 1990, c'était le Congrès. On vient au Congrès. Au Congrès, on choisit le président, on choisit le candidat du PDCI. En 2025, le président Bédié aura 91 ans. Oui, il aura 91 ans, mais 91 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, parce qu'aujourd'hui, il gère le PDCI. On dit qu'il est vieux. Mais vous voyez que le PDCI marche bien. Le PDCI... À 91 ans, quand même, diriger un pays, est-ce que ça ne fait pas un peu trop lourd? Bon, jusque-là, on va arriver au Congrès. Après le Congrès, on aura la convention électorale. Si les candidats, les instances du parti décideront, on ira à la convention, on fera l'appel à la candidature. S'il veut être candidat, il est libre d'être candidat. Vous savez, le problème d'âge doit pas être une condition sine qua non dans ce pays. Ça peut pas être un programme de gouvernement. Parler de l'âge des leaders politiques, non. C'est le peuple qui décide, c'est les militaires qui décident. Si le peuple pense qu'un vieux de 100 ans peut le gouverner, bon, laissez le peuple décider. Je dis donc à quand l'alternance dont on parle, le passage de flambeau à la nouvelle génération? Vous avez parlé de tous les cadres dont regorge le PDCI. À quand on va permettre à ces cadres-là de vraiment montrer ce qu'ils valent? Si ça n'avait pas été Henri Konan Bédié, pratiquement près de 30 ans après le décès du Fauboyé, le PDCI ne serait pas au stade où nous sommes. Ça, je le dis ouvertement, et devant la nation ivoirienne. Il fallait un homme comme Henri Konan Bédié
créer les conditions de la stabilité du PDCI-RDA. Bon, et donc le PDCI a été oui. stabilisé. Oui. N'y a-t-il pas en son sein, vous l'avez dit tout à l'heure, le PDCI, le parti regorge de cadres, mais vraiment bien formés et tout, qui peuvent passer rapidement, gérer le pays après Henri Konan Bédié. Ils sont là, ça ne se décrète pas. Au 11e congrès, le président Bédié a eu 2 candidats contre lui. Il y a eu son secrétaire général, père son âme, Laurent Delans-Fologo. Il y a eu son ministre, Lamine Fatiga, qui ont été candidats contre lui. Au 12e congrès, son secrétaire général, le professeur Alfou Guégui Mandi, a été candidat. Son président de jeunes, Kouadio Konan Bertin, a été candidat contre lui. Mais ça n'a pas disloqué le PDCI. Nous sommes un parti, c'est des militants qui décident. Si aujourd'hui les militants décident que Bédié fait plus leur affaire, le président Bédié fait plus leur affaire, ils décident non. Lui-même, il dit le jour, il disait les chemins de ma vie, il a dit, lorsque le peuple devient gouvernant, moi je me retire. Ça s'est passé le 24 décembre. Il aurait pu faire il aurait pu demander, mais il a dit, bon, comme ils ne veulent pas, il est parti. Non, monsieur Dagaré. Donc si aujourd'hui les militants du PDCI RDA décident que ce n'est plus le président Bédié et qu'il ne fait plus l'affaire, mais c'est à eux de le décider dans les urnes. Mais pour le moment, ça, ils ne l'ont pas encore décidé. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça qui éparpille un peu les forces du PDCI? On a vu Kouadio Konan Bertin, qui était le président de la jeunesse du PDCI, s'est présenté en indépendant à l'élection présidentielle de 2020. Est-ce que ce n'est pas ce manque de, bon, je ne dirais pas volonté, je ne vais pas aller contre ce que vous dites, mais est-ce que ce n'est pas, mais on le dira quand même, pour le moment, l'alternance ne se fait pas, le passage de flambeau ne se fait pas, les jeunes qui, avec le temps, ne sont plus très jeunes, ont envie de s'affirmer. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons qui l'a poussé à aller se présenter? Mais personne ne l'empêche. La preuve, vous venez de dire que Kouadio Konan Bertin a été candidat. Oui. Les ambitions sont d'abord personnelles, intimes. Est-ce que ce sont pas avant qu'elles s'inscrivent dans la collectivité? Ce ne sont pas des ambitions chacun de nous, quand Kouadio Konan Bertin a décidé d'être candidat, qui l'a empêché? Il était candidat indépendant. Donc, celui qui a envie d'être candidat à l'intérieur du PDCI dans une famille politique... N'est-ce pas parce qu'il n'a pas obtenu l'onction du PDCI qu'il est parti en indépendant? L'onction du PDCI, ça ne s'obtient pas. Ça s'obtient à l'issue d'une convention électorale. On a fait appel à candidature. Celui qui veut être candidat, il vient, il devient candidat. Et bon, les militants décident. Donc, M. Bédié n'étouffe aucune candidature. La preuve, tout à l'heure, vous venez de parler de M. Jean-Louis Bion qui a déclaré sa candidature. Mais après avoir déclaré sa candidature, il a fallu qu'il aille s'expliquer auprès de M. Bédié. On l'a vu un peu partout dans la presse. Il a été presque convoqué pour aller s'expliquer sur les raisons. Il n'a pas été convoqué. Oui. Dites-nous ce qu'il en était exactement. Vous savez, il a des relations, au-delà de la famille politique, il a des relations personnelles avec le président Bédié, qu'il considère comme son père. Quand ils sont dans l'intimité, il appelle tonton. Oui. Parce que M. Bédié est l'ami de son papa. Donc bon, il s'est dit, je suis allé peut-être trop loin. Il est parti parler à son père pour s'excuser, pour dire, bon, je suis allé trop loin. Parce qu'il sait très bien qu'au PDCI, on ne se comporte pas comme ça. Notre parti est un parti, si aujourd'hui le PDCI est le deuxième parti après l'ANC et qui est le premier parti de pouvoir en Afrique, après 40 ans de gestion du pouvoir, c'est parce que le PDCI a des traditions. Contre lesquelles on ne peut pas aller. Si tu ne t'inscris pas dans tes traditions, mais tu vas te faire bousiller. Il a compris, il est allé, il a dit à son père, oui, je suis allé trop vite. Sinon, il est libre d'être candidat, il est libre de ses ambitions. Et pour vous qui êtes membre du bureau politique du PDCI-RDA, pour le prochain congrès qui décidera du candidat du parti, est-ce que vous pouvez nous trahir un secret aujourd'hui? Est-ce le président Henri Konan Bédié, qui, je le rappelle, aura 91 ans, ou quelqu'un d'autre qui sera choisi? Vous savez, moi, l'âge n'a jamais été, pour moi, un handicap, ou l'âge n'a jamais été un motif d'empêchement. Non. Celui qui se sent, c'est le peuple seul qui peut dire, M. Dagaré Ange, vous êtes vieux, vous ne serez pas là. C'est le peuple seul. Que ce ne soit pas un programme de gouvernement, on ne soit pas tout le temps en train de dire, il faut passer le flambeau à la nouvelle génération. Mais pourquoi? Ça ne se décrète pas. M. Dagaré. On ne peut pas, en politique, c'est comme la chanson. Oui. On a bien compris. On a bien compris. En politique, tant que tu as les capacités physiques et intellectuelles, tu peux être candidat. On ne peut pas dire parce que tu es âgé, donc on t'empêche d'être candidat. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Quel est votre regard sur le dialogue politique qui a rouvert récemment le 16 décembre 2021 et dont on attend la reprise? C'est une bonne chose, mais malheureusement, la Côte d'Ivoire, c'est le travail décisif. Toujours, il faut recommencer. Voici un pays qui est dans une zone de turbulence pratiquement depuis près de 30 ans et qui n'arrive pas à s'en sortir. Nous nous posons la question. Un pays qui est dans une zone de turbulence politique depuis pratiquement 30 ans et qui n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Est-ce que c'est le pilote qui n'est pas bon à la commande de l'avion?
l'avion ivoire? Ou bien quel est le problème? Un pays qui a été reconnu comme un pays de stabilité, de paix, depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, on n'a plus jamais connu la paix. Bon, en tout cas, c'est cette paix-là qu'on souhaite à la Côte d'Ivoire et on attend tous et avec la reprise du dialogue politique, on l'espère très bientôt, les conditions de cette paix et de cette cohésion sociale chère à toute la Côte d'Ivoire sera créée. Merci, M. Ange Romain Dagari Dasso, je le rappelle, membre du bureau politique du PDCRDA et délégué communal de Cocody. Avec vous aujourd'hui, on a essayé de comprendre les récentes restructurations menées au sein du PDCRDA par son président Henri Konan Bédié. Je vous laisse en compagnie de Ange Val pour la suite de Matin Bonheur, juste après cette transition. Sous la haute égide de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et sous la présidence de son Excellence M. Patrick Hachi, Premier ministre et chef du gouvernement, le ministère des Transports, en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, organise la cérémonie d'inauguration de l'unité d'assemblage de véhicules Iveco Dali Ivoire, le lundi 10 janvier 2022 à 9h à Sotra Industrie, Koumassi. Infoline 27 20 34 48 69 07 59 81 56 77 07 79 73 73 23. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre des travaux de construction de l'échangeur du rond-point de la mairie d'Abobo, il sera procédé à compter du lundi 10 janvier 2022 à la fermeture de la route nationale A1 allant du carrefour Anador au carrefour de la gendarmerie. Les usagers pourront emprunter les voies de déviation aménagées à cet effet. Sachant compter sur la compréhension de tous, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier s'excuse pour les éventuels désagréments liés à la réalisation de ces travaux et invite au respect du plan de circulation en vigueur. Écoliers, piétons, porte à sécurité, sort toujours de voitures du côté du trottoir pour éviter les véhicules sur la chaussée. Marche toujours sur le trottoir en faisant attention aux tricycles, vélos, motos, trottinettes, rollers. Sois attentif au bruit surtout quand tu traverses la rue en évitant d'utiliser les écouteurs et casques. Traverse sur les passages piétons ou les bandes blanches. Ne traverse jamais devant un camion ou un bus en arrêt. Ceci est un message du ministère des Transports en partenariat avec la Banque mondiale initié dans le cadre du projet de modernisation du secteur des transports PAMOCET. Retour de l'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier dimanche dans la soirée après avoir pris part à Accra au Ghana au sommet extraordinaire de l'UEMOA et de la CEDEAO sur la situation socio-politique au Mali. Mama Traoré. À Accra, le président Alassane Ouattara a pris part à 2 sommets extraordinaires. Le premier a réuni le chef de l'État et ses pairs de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. À l'ordre du jour, l'évolution de la situation sociopolitique au Mali, pays qui connaît une transition depuis août 2020. Les derniers développements de la situation politique au Mali nous interpellent tous. Il n'est pas besoin de revenir sur l'ensemble de la chronologie des événements dans ce pays depuis 2020. Tant nous avons suivi ensemble l'évolution du processus de transition dans ce pays frère au sein de la CEDEAO. Ainsi, la crise politique s'est ajoutée à la situation sécuritaire que vit ce pays frère et la plupart des pays voisins. Alors que les autorités de la transition s'étaient engagées à organiser les élections en février 2022, le gouvernement de la transition a récemment publié à l'issue des Assises nationales pour la refondation un chronogramme consacrant la prolongation de la durée de la transition de 6 mois à 5 ans. De toute évidence, la prorogation de la durée de la transition à 5 ans préoccupe l'ensemble de la région ouest africaine. Le Mali, toujours au cœur d'un second sommet extraordinaire, celui de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au constat de l'absence de progrès dans le processus de restauration de l'ordre constitutionnel, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé des sanctions suivantes avec effet immédiat. Entre autres, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, la fermeture des frontières terrestres entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits suivants, biens de consommation essentiels, produits pharmaceutiques, les produits et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle de la COVID-19, produits pétroliers et électricité. Enfin, la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO.
et le sommet de préciser que ces sanctions ne seront progressivement levées qu'après la finalisation d'un chronogramme acceptable et convenu et le suivi de progrès satisfaisants réalisés dans la mise en œuvre du chronogramme des élections. À l'issue de ces 2 rencontres de haut niveau, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan en début de soirée. Il a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs autres membres du gouvernement. C'est parti pour la fête du football africain au Cameroun. Couleurs, musique, lions virtuels ont animé hier la cérémonie d'ouverture de la 33e Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé. La cérémonie dansante a été saluée par la foule d'un stade rempli à 80%. La jauge fixée par les autorités sanitaires et la CAF, Confédération africaine de football. Sur le terrain, le Cameroun a bien démarré sa CAN. Les Lions ont battu les étalons du Burkina Faso. Score final 2-1. 2 buts inscrits sur pénalty après avoir été menés au score. Dans la seconde opposition de la soirée, l'équipe du Cap-Vert a entamé sa CAN par une victoire, 1-0 face à celle d'Éthiopie. Dans le groupe A, les Éthiopiens ont très vite été réduits à 10 contre 11. Autre volet de l'actualité, les lois votées en 2021 expliquées aux populations de Divo. Le député de la ville a entrepris une tournée qui l'a conduit vers les différentes communautés et dans plusieurs villages. L'élu en a profité pour appeler à la cohésion sociale. Le point de Mama Traoré. À l'entrée du village de Dagrom, chants et danses accueillent le député de la commune de Divo. Suivront les échanges de nouvelles. Famoussa Koulibaly dit être venu restituer à ses mandants l'essentiel du contenu des 23 textes de loi adoptés par l'Assemblée nationale lors de la session ordinaire 2021. Entre autres, le projet de loi portant modification du code pénal, le projet de loi de finances portant budget 2022 ou encore le projet de loi relatif au plan national de développement 2021-2025. Cette démarche de redevabilité va conduire Famoussa Koulibaly dans plusieurs villages de Divo, dont Daboré et Kwassikro. Ces rencontres sont aussi le lieu d'échange entre l'élu et ses mandants. Nous sommes vraiment très heureux, aussi honorés par sa visite, parce qu'il est difficile que beaucoup de politiciens le fassent. Mais ce matin-là, il a été ouvert, toute la population est vraiment contente de lui. Outre la tournée dans les villages, Famoussa Koulibaly a aussi échangé avec les différentes couches de la population. En plus de résumer de l'action parlementaire, il les a exhortés au maintien de la cohésion sociale à Divo. La paix doit être arrosée et c'est pourquoi nous les avons invités à cultiver cette paix qui doit être une quête permanente. Parce que s'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas de paix, il ne peut pas évidemment avoir de développement. C'est cet environnement de paix que le président de la République essaie de maintenir depuis un certain nombre d'années aujourd'hui. Profitant de cette tournée parlementaire, le député Famoussa Koulibaly a remis des engins roulants et des pompes hydrauliques villageoises aux populations. La 7e édition du Festival international de la SAP Bilamba s'est tenue à l'hôtel du district d'Abidjan. L'art de bien se vêtir, le maître mot de cette rencontre qui vise à promouvoir la mode ivoirienne. Orphée Conan, Patricia Omouetia nous en parle. Fanfare et parade des festivaliers. C'est ainsi que démarre la 7e édition du Festival international de la SAP Bilamba d'Abidjan. Bilamba, en terme lingala, qui signifie vêtements. Ce mouvement venu tout droit du Congo-Brazzaville gagne de plus en plus de terrain dans la sous-région ouest-africaine. Nous avons des talents ici que nous pouvons développer. Donc ce festival nous permet de mettre à nu ces talents-là, aussi de défiler et aussi de nous connaître entre sapeurs. Les adeptes de ce mouvement participent à ce festival chaque dernier dimanche de l'année. Ces dandys, communément appelés sapologues, sapeurs ou sapeuses pour les femmes, ne se contentent pas seulement de porter des vêtements élégants. Des pas de danse exécutés à la précision tels que la fameuse frappe du pied du sol, aux accessoires ostentatoires comme les bijoux et la canne, le sapeur ou la sapeuse fait étalage des meilleures pièces de sa garde-robe afin de marquer l'assemblée de sa présence. Ce festival dans le but de soigner l'image de la jeunesse en leur inculquant vraiment un savoir-être vestimentaire vraiment très rigoureux. Être bien habillé, ça ouvre les portes et les sapeurs contribuent aussi à la valorisation des créations made in Africa.
Défilés, prestations d'artistes, chanteurs et cérémonies de récompense des meilleurs sapeurs et sapeuses de l'année 2021 font partie intégrante de cet événement. L'hôtel du district d'Abidjan a accueilli ce festival qui témoigne de l'engagement qu'ont les autorités à promouvoir le développement de l'industrie et de la mode en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, de nouvelles violences armées ont été signalées pendant la nuit de samedi à dimanche dans plusieurs localités de la chefferie de Bachou, dans le territoire de Béni, situé au Nord Kivu, dans l'est du pays. Au total, 16 personnes sont mortes, d'après un bilan provisoire. Parmi ces morts, l'on compte 11 assaillants tués dans 2 localités différentes par 2 bataillons des forces armées de la RDC. Un militaire congolais est tombé et 4 autres civils. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité, le dernier dans cette matinale. Merci, cher Régis Kofi. Mais je te dis quelque chose, tu sais, c'est pas facile. Hein. Fais les entraînements le matin et tout. Ah ouais, je comprends tout. Ah, vraiment, je salue le courage et la force des footballeurs. Moi, je suis fatigué, je suis lessivé. Là. Je ne sais pas si on pourra continuer. En tout cas, merci beaucoup. Merci. À toi, et puis on te retrouve demain pour d'autres points de l'actualité dans Matin Bonheur. Mais on est obligé quand même de se lever et de poursuivre notre marathon du jour. Et maintenant, nous allons parler sport avec le professionnel en la matière, l'expert Ngamble Konaté qui va venir. Ah, j'aime bien le costume ce matin et tout. Moi, j'aime bien ta tenue qui annonce déjà les couleurs. Mais oui, mon frère, oui. Tu vois. Mercredi, là, ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Mercredi, on va... moi, mon pronostic, c'est déjà 2-0. Hein, comme Renault, soit Renault, oui, pour bien commencer, juste 2-0. Oui, c'est faisable. En 2012, on s'était déjà imposé 3-0. Oui. En amical, en 2015, 1-1. Oui. Mais je pense que 2-0, c'est possible. 2-0, bon. Dans tous les cas, c'est nous qui dominons. Bien sûr. Voilà. Avec Ngamble, on parlera bien sûr Cannes. Bien sûr. On va faire un clin d'œil aussi à notre championnat. Notre championnat, oui. Parce qu'on a joué la 8e journée avant la pause, avant la trêve nationale. Donc, on parlera du championnat. Bien sûr. Alors, on va maintenant s'installer et ça part avec la chronique sport dans Matin Bonheur. Nous allons avoir la chronique sport et comme il a indiqué Ngamble Konaté, nous allons bien sûr parler de la CAN qui se déroule au Cameroun. Hier, début de cette CAN avec 2 matchs donc, après une belle cérémonie d'ouverture qui nous a fait danser un peu et qui nous a fait aussi découvrir bien sûr cette belle culture du Cameroun. Il est là avec nous. On commence bien sûr avec l'Actu CAN 2021. Oui, il faut le dire, c'est vrai que nous sommes en 2022, mais on dit la CAN 2021 qui devait se jouer en 2021. Plus de précision. Alors, c'est parti. Rebonjour Ngamble Konaté. Bonjour Thierry Anjoal. Alors, début réussi pour les Lions indomptables du Cameroun. Vincent Aboubakar et les Lions indomptables ne ratent pas leur entrée dans la compétition, surpris en début de match par le Burkina Faso. Le Cameroun a renversé le match grâce à un doublé de son capitaine Vincent Aboubakar, élu homme du match. La CAN débute bien pour le pays organisateur, nous disent Hassane Kouassi et Patrick Dadier. Pays hôte de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun ne manque pas ses débuts dans la compétition. Opposé au Burkina Faso, les Lions indomptables débutent bien la partie, mais se font surprendre à la 24e minute grâce à Gustavo Sangari. Mené au score, la réaction des Camerounais ne se fait pas attendre. Ils obtiennent un pénalty parfaitement transformé par le capitaine Vincent Aboubakar. À un but partout, les coéquipiers de Vincent Aboubakar repartent sur les mêmes bases et sont à nouveau récompensés d'un autre pénalty. Comme un guide, Vincent Aboubakar se propose et convertit idéalement pour redonner l'avantage aux siens dans les derniers instants de la première partie. En seconde période, les joueurs burkinabés tentent de revenir dans la partie, mais butent sur le gardien camerounais à l'image de la tentative de Bertrand Traoré. Un avantage que le Cameroun préserve jalousement jusqu'à la fin du match,
2-1, score final. Avec cette victoire, le Cameroun lance idéalement sa CAN. Prochain rendez-vous pour le Cameroun le jeudi 13 janvier, ce sera face à l'Éthiopie. Une victoire sera synonyme de qualification pour les 8e. Et prochaine information, eh bien, il faut le dire, la fraîcheur des eaux capverdiennes, eh bien, a eu raison sur les plaines de l'Éthiopie. Absolument, dans le deuxième match du groupe A, le Cap-Vert s'est imposé face à l'Éthiopie 1-0 grâce à un but de Julio Tavares juste avant la mi-temps. On reste toujours avec Patrick Dadier et Hassan Kwasi. Après la victoire du Cameroun, 2-1 aux deux pans de Burkina Faso. La seconde affiche de cette journée a mis aux prises l'équipe de l'Éthiopie à celle du Cap-Vert. Au coup d'envoi, les requins bleus contrôlent la partie, mais ont du mal à se créer de véritables occasions franches. Une domination qui oblige les Éthiopiens à être réduits à 10 suite à un second carton jaune de Hared, synonyme de carton rouge. En supériorité numérique, les Capverdiens poussent et parviennent à trouver la faille grâce à Julio Tavares. Un acquis d'un but que les Capverdiens gèrent jusqu'à la fin du match. Score final 1-0. Le Cap-Vert réussit son entrée en lice dans la compétition. Lors de la deuxième journée, le Cap-Verde sera face au Burkina Faso et l'Éthiopie aura fort à faire face au Cameroun, le pays organisateur. Oui, on imagine eh bien ces buts sur cette belle chanson de César Evora qui nous fait bouger. Hein. Absolument. Allez, la Côte d'Ivoire entre en lice, ce sera mercredi. Mercredi 12, les éléphants de Côte d'Ivoire effectueront les premières sorties, donc, on va dire, face à la Guinée équatoriale. Ce sera sur le coup de 19h GMT, on va dire 19h temps universel, au stade Diapoma à Douala, capitale économique du Cameroun, situé donc dans le nord du pays. Depuis leur arrivée le jeudi 6 janvier à Douala, Patrice Baumel et son groupe sont au travail pour finaliser leur préparation entamée une semaine plus tôt en Arabie Saoudite. C'est un groupe confiant et concentré qui entend aller le plus loin possible dans cette compétition. La finale de la poule E, on le sait, en cheval, se disputera entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, tenant du titre. Mais avant cette opposition prévue le 20 janvier, la Côte d'Ivoire pourrait déjà obtenir son ticket pour les 8e de finale en s'imposant face à la Guinée équatoriale le mercredi 12 et la Sierra Leone le 16 janvier. Voilà. Alors, vous êtes expert en la matière, je l'ai dit. Là, on a parlé de la CAN. Je crois qu'il y a des personnes qui ont envie de savoir comment se portent les éléphants en ce moment. Les éléphants se portent très bien. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis. Déjà avec Sylvain Boho, qui attend toujours d'être situé, s'il jouera ou pas. Mais on a fait appel à Indren Ulrich de la FAD comme 5e gardien, par mesure de prudence. Au-delà de ce fait, je pense que l'effectif est très positif et confiant. Et les éléphants vont nous surprendre au Cameroun. Et c'est ce qu'on veut. Ouais. Parce qu'il faut quand même on revienne encore avec... Là, vous êtes dans les couleurs, déjà vous annoncez les couleurs. Mais oui, je suis dans les couleurs. Hein, et je dis merci à mon ami Jean Lemaire depuis Williamsville. Voilà. En tout cas, on poursuit avec l'actualité nationale. Donc, voilà, football, Ligue 1, point de la 8e journée. Absolument, avant la trêve nationale, on a joué le vendredi 7 et samedi 8 janvier 2022 pour le compte de la 8e journée de la Ligue 1. Une 8e journée qui a souri au COK. Les Korogolais se sont brillamment imposés 4-0 face à la Zida Bengourou. Kader Koulibaly signe un doublé en 16 minutes à la grande joie des dirigeants du COK. L'homme aux cheveux jaunâtres, comme le dit Jean-Sylvain Resso, compte désormais 6 buts en championnat. Et regardez juste après ce bijou de Brou Manassé qui porte le score à 3-0 avant la pause. Magnifique frappe de Brou Manassé. 3-0 pour le COK. Les 100 et or du Poro inscrivent un 4e but à 3 minutes du terme. 2e victoire d'affilée pour le COK qui continue sa remontée au classement. Alors, une autre information, bien sûr, dans cette chronique de sport, décès de Oussou Konan Anissé. Oui, mais avant d'arriver au décès de Oussou Konan, le Sol FC était face au Stella Club d'Adjamé. Oui. Donc, le choc entre les Abobolais et les Magnans d'Adjamé ont tenu toutes ses promesses. Les Magnans sont les premiers à frapper dès la 19e sur cette réalisation de Kirikou, son premier but de la saison. Ifeyani Whitson égalise pour Sol FC 3 minutes plus tard. Regardez ce magnifique enroulé du pied droit. 1-1 après seulement 21 minutes de jeu. Le Stella va reprendre l'avantage juste
avant la pause sur ce corner à la 32e minute. Mais Sol FC arrache l'égalisation juste après, au bout du temps additionnel, sur penalty, grâce à Haruna Ibrahim, 5e but de la saison pour l'international nigérien, âgé de 18 ans, 2-2, score final. La dernière opposition, l'USC Bassam était face au FC San Pedro. Voilà, l'UFC San Pedro qui était sans pitié pour l'USC Bassam, bon dernier au classement. À peine 4 minutes de jeu, Cheikh Soumarou ouvre le score pour San Pedro, dominé. Bassam encaisse un autre but sur coup franc, 2-0, puis 3-0 sur, on va dire, cette frappe des Egueyi Fabrice. L'UFC San Pedro plane sur le champ pro et inscrit un 4e but. 4-0, score final pour les insulaires. Rien ne va pour l'équipe de Boudomori en championnat. Voilà, merci beaucoup pour le point de la 8e journée de la Ligue 1. Et on en vient maintenant à cette... À l'hommage à Oussou Anissé, avant l'opposition USC Bassam FC San Pedro ce samedi 8 janvier au stade Robert Champoux de Makori. Un hommage a été rendu à Oussou Kona Anissé, l'ancien de l'Africa Sport d'Abidjan et du FC San Pedro, est décédé à l'âge de 32 ans d'un malaise dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 janvier 2022. Véritable globe-trotteur, l'attaquant ivoirien vainqueur de la Ligue des champions de la CAF en 2012 avec Al-Ali a évolué dans 15 clubs de 6 pays différents de 2006 à 2022. Rentré à Abidjan pour la célébration du Nouvel An avec sa famille, Oussou Kona Anissé ne retournera plus jamais dans son club en Arabie Saoudite. Le football ivoirien perd un talent. Oui, quand on sait qu'il y avait de beaux projets pour cet athlète lorsqu'il allait repartir à l'extérieur. Mais bon, la vie en a décidé autrement. Donc, on a une pensée pour Oussou Kona Anissé. Donc, et merci pour cet hommage qui lui a été rendu en marge du match USC Bassam FC San Pedro. On parle maintenant du tableau complet des résultats, du classement. Oui, absolument. 0-0 entre la SOA et l'US Bafing. Gagnons à 0, Lissa Sandra 0. Au classement, la SEC Mosa est toujours solide leader avec un match en retard. 21 points pour la SEC Mosa, suivi donc du Sporting Club de Gagnoa. L'UFC San Pedro est 3e, l'US Bafing 4e, on le voit à l'écran en ce moment. 11e SOA, 12e AFAD, la Zida Bengourou, premier relégable, 13e, 14e USC Bassam qui n'a toujours pas remporté de match dans ce championnat. Voilà. Et on va terminer avec le classement des meilleurs buts de la 8e journée. 12 buts ont été inscrits sur les différents stades à l'occasion de cette 8e journée. Nous avons sélectionné les 5 meilleurs pour vous.
meilleur but de cette 8e journée, signé Broumanacé, une frappe dont lui, c'est là le secret. Bien sûr. Tu sais que je sais faire ça? Ah bon? Oh, je suis trop fort. En tout cas, vous êtes très élégant en maillot. Ah, ben écoutez, quand même, hein. C'est vrai que quelqu'un demandait dans le studio, mais qu'est-ce que je vais l'apporter? Bon, maillot de Côte d'Ivoire, on sait. Mais ça, c'est le shirt de Djouma Saïd. Djouma Saïd, le 45. Le 45. Parce que là, on voit 45. Mon fils, tu peux, hein? Le 45, voilà, merci beaucoup. Et puis bon, les bas jaunes, peut-être que je suis un peu à sec quelque part. Hein? Donc voilà. En tout cas, tu vas venir, cher ami, pour qu'on puisse passer à une autre articulation dans cette émission. Mercredi, on joue, on a des pronostics, on est confiant. Très confiant. En tout cas, on a un groupe vraiment positif. Oui. Mercredi, sur le coup de 19h, temps universel, c'est clair que la Côte d'Ivoire va s'imposer. Bien sûr. Bien sûr. Il a dit, Thierry, je commence en costume parce que... Alors je dis, c'est moi qui vous remplace. Je suis plutôt en costume, donc dans la peau du présentateur. Mais vous êtes bien habillé. Demain, costume noir dans cette émission. En tout cas, merci. Et mercredi, on a maillot. Oui, mercredi, on a maillot. Non, mercredi, on a maillot. Ça, c'est... On ne peut pas. Ouais, hein? En tout cas, on va s'installer, voilà. Et on part avec la suite. Ce sera, bien sûr, Matin Express. L'Afrique vibre au rythme de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est ouverte hier au Cameroun. Et aujourd'hui, la Guinée rencontre le Malawi. Et nous sommes donc avec notre confrère Zakaria Kamara depuis Conakry. Bonjour Zakaria, dites-nous, quelle est l'actualité en Guinée? Merci, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les Ivoiriens. Très bonne année à tous. L'actualité en Guinée, c'est le coup d'envoi de la 33e Coupe d'Afrique des Nations et grand pays de football. La Guinée n'a eu Dieu que pour la cérémonie d'ouverture de cette CAN. Et d'ailleurs, dans la capitale, ils étaient nombreux, donc des Guinéens mobilisés partout pour suivre cet événement, cette cérémonie sur les grands écrans déployés un peu partout dans la capitale, comme le cas de ces Guinéens rencontrés dans la banlieue de Conakry. La Coupe d'Afrique représente pour nous, c'est une fierté à tous les Africains d'assister à la CAN. C'est vraiment le plaisir que nous anime aujourd'hui d'être là. Oui, j'ai un sentiment de joie très ravi aujourd'hui. Nous avons décidé de mettre en place une fan zone consacrée à la CAN Cameroun 2022 pour permettre non seulement à nos éditeurs, mais aussi à nos partenaires, à nos sponsors et bien évidemment à nos employés et à l'ensemble du public amoureux du football de vivre et de vibrer au rythme de cette Coupe d'Afrique des Nations à laquelle la Guinée prend part. Mais vous le savez, le peuple de Guinée est un peuple qui est admirateur et amoureux du football. Donc il fallait trouver un tel cadre spécifique pour qu'ensemble on partage ces moments de football et de plaisir. Oui, beaucoup d'émotions. D'ailleurs, il y en aura bien plus ce lundi car l'équipe nationale, le Sili de Guinée, entre en lice ce lundi contre le Malawi et les nouvelles autorités de Conakry sont mobilisées. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya et tout son gouvernement sont annoncés ce soir du côté du Palais du Peuple pour suivre le match en public. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à l'équipe nationale de Guinée. Autre sujet qui fait l'actualité dans votre pays, Zakaria, c'est cette rencontre entre le colonel Mamadi Doumbouya et les associations de presse à Conakry. Un cadre organisé, solennel, toutes les associations de presse invitées, c'est une grande première en Guinée. Le colonel Mamadi Doumbouya l'a fait.
Et les associations de presse ont profité de cette rencontre pour dérouler ou décliner, si vous voulez, leurs différentes préoccupations. Le colonel Mamadi Doumbouya, bien entendu, a prononcé un discours dans lequel il a fait des promesses. Il a promis de garantir la liberté de la presse en Guinée. Il a aussi annoncé de rehausser la subvention accordée aux médias, une subvention de 3 milliards payée jusqu'à, en tout cas, la dernière subvention. Et les associations de presse ont souhaité donc avoir une enveloppe de 15 milliards de francs guinéens. Alors, il faut dire que ce fut une très belle occasion quand on sait qu'une partie de la presse, et surtout la presse écrite, bat de l'aile. Les journaux disparaissent ou se font rares, ou sinon les publications sont de moins en moins lues par les Guinéens. On espère en tout cas, les journalistes espèrent que les nouvelles autorités pourraient jeter les bases pour justement redynamiser le secteur des médias en Guinée. Et aussi l'actualité dans votre pays, c'est la barre de 400 décès dus à la Covid-19. C'est une information de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui annonce avoir enregistré à la date du 7 janvier 2022, 229 nouveaux cas confirmés positifs à la Covid-19 sur un effectif de 1625 personnes testées, soit un taux de positivité de 14,1%. Et la Guinée cumule donc 34 673 cas confirmés positifs au coronavirus. Et donc la barre des 400 décès hospitaliers a été franchie selon une annonce de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et puis cette affaire qui fait également grand bruit à Conakry, l'affaire Fatou Nioleu, du nom de cette Guinéenne que l'ancien chef de file de l'opposition guinéenne poursuit en justice. C'est une affaire qui fait grand bruit en Guinée parce que c'est une affaire portée par une personnalité publique, politique. Cellou Dalein Diallo, vous le savez, a été 2 fois battu par Alpha Condé à la présidentielle. Cellou Dalein Diallo, c'est l'ancien Premier ministre. Cellou Dalein Diallo, c'est l'ancien chef de file de l'opposition guinéenne. Alors, c'est une affaire qui porte sur des faits d'injures publiques, d'injures par voie de vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Et donc, Fatou Nioleu, qui se présente comme une militante du RPG Arc-en-Ciel, le parti de président déchu à Alpha Condé, donc Fatou Nioleu, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Dixine, ici même à Conakry. Alors c'est une affaire à suivre, je le disais, puisque c'est une affaire très suivie ici en Guinée, qui fait couler encre et salive. Nioleu Fatou est très célèbre sur les réseaux sociaux pour ses vidéos qu'elle publie, mais surtout pour ses attaques en direction de Cellou Dalein Diallo. Merci Zakaria pour toutes ces informations sur la Guinée. Bonne année à vous et également à tous les Guinéens. Merci beaucoup à Renaud. Renaud qui va nous rejoindre pour qu'on puisse terminer ensemble cette émission. Avant de vous laisser avec quelques informations, on a envie de rendre hommage dans cette émission à Évariste Yassé, grand arrangeur devant l'Éternel, je dirais. Il a arrangé
plusieurs artistes, des stars de ce monde, de notre pays, mais aussi du continent et de ce monde. Évariste Yassé, qui est auteur du générique de Matin Bonheur, qui vous fait bouger, bien sûr, pour vous permettre de bien démarrer la journée. Enfin, coucou aussi à Al Soirée, c'est ton confrère qui s'est marié ce week-end. Et sachez qu'aujourd'hui, il y a bien sûr la CAN sur nos chaînes. Sénégal-Zimbabwe, 13h, Guinée-Malawi, 16h, Maroc-Ghana, 16h et Comores-Gabon, 19h. Demain, on sera avec vous, bien sûr, pour... Bon, au revoir. C'est mieux.